Bienvenue au podcast Au-delà des préjugés, présenté par Diversité 02, un organisme communautaire de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je me présente Marianne Tremblay, intervenante et animatrice au sein de l'organisme, et je serai votre animatrice pour ce podcast. Aujourd'hui, on reçoit une personne qui a fait son mémoire de maîtrise en 2022 sur l'intimité, la passion et l'engagement dans les relations amoureuses chez les femmes lesbiennes âgées de 18 à 25 ans du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Elle est avec nous pour nous partager les constats ainsi que les réflexions qui ressortent de l'écriture de celui-ci. Bonne écoute! Allô, Lucie! Bonjour, Marianne! Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui! Je vais te laisser te présenter. Oui, donc Lucie Tremblay, de prime abord, avant d'être étudiante, intervenante depuis 15 ans dans le milieu communautaire à Chicoutimi, auprès des jeunes adultes de 18 à 35 ans. Et comme tu l'as bien mentionné, là, j'ai effectivement fini mon mémoire de maîtrise après 7 ans, en 2022, sur les relations amoureuses chez les jeunes femmes lesbiennes du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Est-ce que tu pourrais nous expliquer qu'est-ce qui t'intéressait à faire ton mémoire sur ce sujet-là? Ben non, vu que je travaillais auprès des jeunes adultes en partant, puis que la diversité sexuelle, ça me touche. Donc, dans le fond, je trouvais que c'était intéressant d'aller voir. Puis je trouve que aussi la population lesbienne dans la diversité, elle n'est pas souvent étudiée. Donc, je trouvais que c'était intéressant d'aller voir chez cette population-là. Le 18-25 ans, c'est l'adulte émergent en Amérique du Nord. Fait que là, je trouvais ça intéressant parce qu'il y a beaucoup d'études sur l'adulte émergent, mais pas en lien avec la diversité, là, vraiment en lien avec toute leur trajectoire et tout ça par rapport à l'entrée à l'école, sur le côté professionnel, quitter le nid familial et tout ça, mais il n'y en avait pas beaucoup par rapport aux diversités sexuelles en soi. Puis moi, je m'intéressais plus au niveau lesbienne. Fait que, dans le fond, c'est ça que je trouve intéressant d'aller voir s'il y avait des différences d'impact dans ces trajectoires-là chez la population lesbienne, aussi au niveau de avoir des enfants ou pas et tout ça. Est-ce que ça vient jouer dans leur relation amoureuse à long terme? Puis ou si c'était similaire, finalement, à toute la population en général, vu qu'on a, à cet âge-là, ils ont 18 et 25 ans, puis c'est tout. Là, est-ce que ça venait avoir des impacts ou pas? Puis c'est quoi, mettons, les constats que tu en as fait principal en décollant? Là? Bien, c'est sûr qu'il y a plusieurs constats. Il y avait des trucs qui étaient similaires, puis il y avait certaines différences. Là, dans les trucs similaires, ça faisait quand même que, peu importe, dans ces âges-là, on vit les mêmes trajectoires, là, que ce soit... comme je disais, au niveau scolaire professionnel, que ce soit au niveau résidentiel, que ce soit dans l'engagement dans une relation amoureuse plus à long terme et tout ça. Moi, dans mon mémoire, j'étudiais sous 2 angles. Dans le fond, il y avait le triangle de Stenberg, là, qu'on appelle. C'est pour ça que dans le titre, il y a l'intimité, la passion et l'engagement. Puis j'étudiais aussi selon le parcours de vie. Donc, c'était quoi des points tournants et tout ça. C'est sûr que dans les différences, le fait de faire des dévoilements, là, ton premier dévoilement, les dévoilements, parce que souvent, un dévoilement, on n'en a pas qu'un. Fait que, à tout le monde, ben, ça vient faire certains impacts dans tes parcours, dans ton parcours, sur certaines trajectoires. Ça, c'était quand même une différence pour la population lesbienne. Sinon, il y avait des choses qu'on va retrouver aussi dans la population générale, mais que, qui m'étonnaient plus. Exemple, la violence, qui était quand même beaucoup présente. C'est sûr que moi, mon échantillon, il est petit. Là, c'est une recherche qualitative. Donc, on interviewe là, des personnes. Fait que on ne fait pas un gros questionnaire. Là, puis il n'y a pas 350 personnes. Donc, c'est 10 personnes réparties dans le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mais il y avait quand même comme 4 sur 10, donc 40 qui ont vécu de la violence dans leurs relations antérieures et tout ça. Souvent, dans les relations actuelles, ils ne le nomment pas s'ils en vivent. C'est plus intimidant à nommer et tout ça. Mais dans les relations antérieures, fait que, moi, je trouvais que ça sortait beaucoup. Puis, il y avait aussi... l'émergence des nouvelles configurations amoureuses, qui étaient un peu comme... Ça commence à sortir au Canada, qu'à peu près 10 auraient des configurations amoureuses non monogames consensuelles, mais que maintenant, ben, c'est ça, 1 sur 10. Mais moi, dans ma recherche, j'étais 2 sur 10 quand même à avoir déjà vécu à cet âge-là, donc entre 18 et 25 ans. Ouais. Une relation non monogame consensuelle, là, non, NMC, là, on va abréger. Mais dans le fond, il y avait ça, tu sais. Mais dans les ressemblances, ben, tu sais, qu'on est influencé par nos modèles parentaux, familial, amical, au niveau de nos relations amoureuses, puis qu'est-ce qu'on aspire à, là. Ça, c'était pas mal similaire, là. Puis dans les trajectoires, là, ça ressemblait quand même. Il y avait certains points tournants qui étaient différents. Puis tantôt, tu m'as parlé du coming out, qui est quand même une étape qui de plus que, mettons, une personne hétérosexuelle dans ces âges-là. Comment ça se vivait par les personnes en région? Bien, dans les personnes en région, malgré tout ce qui a été nommé par rapport au coming out, les gens, ils avaient quand même passé à travers le processus là, avec
selon eux, une expérience positive, là, selon elles. Mais il y avait quand même certains trucs qui divergeaient, comme ils ont beaucoup nommé les réactions négatives de la part de la mère. En général, dans les études scientifiques qui existent sur le sujet, là, souvent, ils disaient qu'il n'y avait pas de différence entre la mère et le père, là, selon le genre de l'enfant ou peu importe. Mais moi, ça ressortait beaucoup plus au niveau de la mère. Là, les craintes de ne pas être grand-mère, le deuil de la relation hétérosexuelle, là, rêver et tout ça. T'sais. Puis là, après, on peut associer ça peut-être à, nous, dans notre région, il y a encore beaucoup de stéréotypes genrés, féminin, masculin. Ça tend à changer, mais il y a encore un peu beaucoup de ça. Puis il y avait une différence quand même avec les personnes qui étaient plus éloignées des grands centres, on va dire centres urbains régionaux, là, exemple Chicoutimi, qui étaient un petit peu plus éloignés. Ils l'avaient vécu un petit peu plus difficile. Puis avec certains reculs des parents, par la suite, ça s'est réglé là, avec le temps. Puis, moi, je dis tout le temps qu'il faut quand même laisser aux parents le temps d'absorber là, cette nouvelle situation-là. Fait que dans le fond, il y avait quand même certaines différences. Il y en a beaucoup qui nommaient qui étaient plus à l'aise hors région de s'afficher qu'en région. Mais en général, la majorité, puis là, on peut l'associer peut-être à une génération, avait passé au travers quand même. Puis une fois que c'était fait, ils étaient contents. Puis c'était un fardeau de moins là, sur leurs épaules. Là. Puis qu'est-ce qui pourrait expliquer que ces personnes-là, mettons, ils sont plus à l'aise de s'afficher hors région versus en région? Il y avait-tu des il y en avait à travers qui étaient quand même à l'aise de le faire là, ici, puis qui disaient même qu'ils s'amusaient à le faire pour provoquer les réactions un peu des gens. Mais c'est sûr que même ici, mettons, Saint-Lac-Saint-Jean, la diversité, qu'elle soit culturelle, ethnique, d'orientation sexuelle, elle n'est pas tout le temps si visible, de plus en plus, mais elle n'a pas toujours été non plus et tout ça. Puis je pense que dans d'autres régions, c'est tellement visible que tu te fonds dans la masse. Contrairement à ici, tu ressors de la masse. Fait que je pense qu'il y a quand même cette différence-là là, qui pourrait expliquer là, qu'il était peut-être plus à l'aise de se tenir dans la main à Montréal parce qu'il allait passer comme free for all, exemple, contrairement à, je vais dire, à Dolbeau, exemple, qui vont peut-être passer moins visiblement là, à travers les gens. Là. Je comprends. Est-ce qu'il y a des spécificités par rapport aux relations homosexuelles versus les relations hétérosexuelles qui ont été nommées durant ta recherche? Les femmes disaient qu'il y avait beaucoup le même cercle d'amis. Fait que le même cercle même d'amis ou de fréquentation ou de blondes. Là. Fait que souvent, finalement, quand il y avait une blonde puis c'était rendu leur ex, ils la croisaient souvent. Contrairement, selon elle, ça reste toujours selon elle, contrairement à dans le milieu hétérosexuel, si tu veux plus voir la personne, tu as des chances de plus la voir. Tandis que, souvent, les activités, exemple, le hockey féminin, par contre, ou, par exemple, ou le baseball féminin, tout ce qui était féminin, mais souvent, il y avait tendance à rester beaucoup dans le même cercle, ce qui faisait que ça ne demandait pas la diversité des personnes qu'ils pouvaient rencontrer dans leur relation de couple. Ça, ils trouvaient que c'était une grosse différence de la région, contrairement à hors région. Puis en même temps, ça doit être différent si tu demeures à Chicoutimi, contrairement à Notre-Dame-de-Lorette. Là. C'est sûr que j'imagine que dépendamment des cercles aussi dans lesquels tu es, ça doit être divergent. Sinon, il y avait beaucoup de choses qui se ressemblaient quand même dans les relations hétéro. Puis ça a été nommé quand même que pour elles, c'était similaire, que peu importe que leurs compatriotes ou leurs amis qui ont des relations hétéros. Il y avait quand même beaucoup de choses qui étaient semblables, là, outre les différences qu'ils nommaient. Mais ici, vraiment, il y avait celle-là. Celle-là, il y en nommait plus souvent, mettons. Oui, puis ça s'explique aussi par le fait qu'à la base, en région, il y a quand même un bassin plus petit, là, comme on nommait. Fait que, c'est ça. Que ce soit entre personnes hétéros ou homosexuelles ou région versus grande ville, il y a quand même cette différence-là qui peut être présente. Là. Aussi, tu avais, parce que je l'ai lu, moi, ton mémoire, tu avais parlé, dans le fond, des premières relations amoureuses. Il y avait comme un... Dans ce qu'on voyait dans leur parcours de vie, dans le fond, il y avait comme un lien à faire avec leur première relation amoureuse lesbienne. Exemple, il y avait eu des relations hétéros très courte durée ou pour faire comme les autres et tout ça. Puis ils la considéraient pas comme leur première relation amoureuse, souvent quand ils parlaient. Elles qui considéraient que c'était vraiment la première fois qu'ils ont été avec une femme. L'impact que ça a eu, ils ont compris, les mots qui sortaient, c'était beaucoup. J'ai compris c'était quoi l'amour. J'ai compris pourquoi c'était le fun d'embrasser quelqu'un. C'était comme une découverte. C'était comme une découverte. Puis cet impact-là, souvent, elle était plus tard, on va dire, mettons,
sais, à l'adolescence, on a des premières relations souvent amoureuses, là. Mais tu sais, là, souvent, elle a été vécue plus tard, tu sais, 16, 17, 18 ans, là, la première avec un impact. Fait que ça avait quand même des impacts sur certains trucs, comme, mettons, t'es rendu que tu travailles, t'es rendu avec un auto, contrairement à si t'as une relation amoureuse à 12 ans, ben, c'est pas la même chose, tu sais. Fait que ça avait quand même un fort impact. Puis, ils en ont beaucoup parlé parce que, dans le fond, dans le mémoire, j'ai questionné sur leur parcours amoureux. Tu sais, c'était quoi les relations qu'ils avaient eues, combien il y en avait eu, puis de me parler de celles qu'ils considéraient les plus importantes. Puis, elle était automatiquement nommée la première relation amoureuse là, chez les femmes qui ont participé à l'étude. Comme de quoi que ça avait eu un impact sur soit les autres relations qu'ils ont eues après, qu'est-ce qu'ils voulaient reproduire, qu'est-ce qu'ils voulaient plus reproduire, puis comme quoi ça avait eu un impact qui était quand même assez fort en émotion, leur première relation amoureuse. Autant que c'était négatif que positif. Mais je pense que dans les futures recherches qui parlent des relations amoureuses, il faudrait aussi s'attarder à ça, cet impact de cette relation, la relation à laquelle la participante, ou si c'était avec des hommes, ben, donne de l'importance là, à cette première relation-là, parce qu'eux, ils en parlaient, puis tu voyais que là, l'émotion sortait quand même un peu plus quand ils parlaient de cette première relation-là. Il y en avait deux qui étaient dans cette première relation-là. Fait que le discours, il était vraiment, tout est beau, tu sais. Fait que là, ça serait de voir après, tu sais, mettons, je les interrogeais il y a 5 ans, ça serait de voir aujourd'hui, ils sont rendus où dans la relation-là, mais tu sais, dans le fond, les 8 autres là, qui avaient déjà vécu avant, on voyait qu'il y avait vraiment un impact. Est-ce qu'il y a des constats que tu as faits en faisant la recherche qui t'ont vraiment surpris, que tu t'attendais pas à ça? Tu sais, qui m'ont surpris, mais que j'aurais quand même pu penser, c'est que, tu sais, à la fin de la recherche, on questionnait aussi sur un peu les services qu'ils recevaient, tu sais, pour voir aussi, tu sais, parce que quand on a un sujet de recherche, on étudie le sujet, mais on regarde un peu autour, voir pour après donner des pistes de recherche, ou, tu sais, voir pour le travail social aussi, là, qu'est-ce qui peut être élargi. Puis, on posait les services, s'il y avait déjà eu accès à des services, là, soit en santé mentale, santé physique et tout ça, tu sais. Puis au niveau des examens gynécologiques, là, tu sais, la majorité ne les faisait pas. En fait, tu sais, exemple, je pense que, tu sais, de mémoire, là, 2 ou 3 disaient y aller annuellement, là, mais tu sais, sinon, les autres disaient, ben moi, tu sais, mon médecin, soit qui me dit que j'en ai pas besoin, ou, tu sais, dans le fond, ou je considère pas que j'en ai besoin, ou, tu sais, comme le fait de ne pas avoir une relation avec pénétration, mettons, par exemple, fait que j'aurais pas besoin d'avoir un examen gynécologique, tu sais. Mais ça, tu sais, moi, ça me questionnait beaucoup sur la santé des femmes en général, parce que, tu sais, on sait très bien que c'est pas le fait d'avoir des relations hétérosexuelles qui peut amener des maladies au niveau gynécologique, là. Oui, certaines, mais tu sais, dans le sens qu'en général, c'est juste de voir aussi l'évolution de ton corps, puis de regarder s'il n'y a pas quelque chose qui se développe. Fait que, tu sais, ça, je trouvais ça comme important quand même de peut-être, tu sais, dans le futur aussi faire un peu de prévention auprès de cette population-là, que, tu sais, peu importe, c'est pas que la sexualité qui fait que tu vas avoir un examen annuel gynécologiquement, tu sais, c'est aussi pour vérifier que tout va bien, tu sais. Fait que ça m'a... Tu sais, j'aurais pu le prévoir, mais tu sais, ça m'a quand même sauté à la face quand on posait la question que dans le fond, la majorité, c'était pas un gros souci, tu sais, dans le fond. Ou que les médecins nommaient que c'était pas, tu sais, que, t'as pas de relation avec des hommes, ben on le fera pas cette fois-là, tu sais. OK. Fait que, tu sais, dans le fond, mais tu sais, sinon, au niveau des services en général, tu sais, parce qu'on posait beaucoup sur est-ce qu'il y avait des préjugés, tu sais, si, mettons, tu nommes à ton médecin, parce que souvent, tu sais, on va arriver, puis ils vont demander, tu sais, des fois, c'est pas inclusif, là, le langage, là. Fait qu'est-ce que t'as un partenaire, t'as-tu un chum et tout ça, mais tu sais, sinon, à part les gens qui n'avaient pas le langage inclusif, ils avaient reçu des bons services en général, là, que ce soit autant au niveau de la santé mentale puis santé physique, peu importe leur orientation, là. Mais il y avait ça là, qui m'avait un peu... Puis ça me fait penser au niveau des ITSS, les dépistages. Est-ce que c'est aussi quelque chose qui se voyait un peu à travers les personnes? On n'a pas beaucoup abordé ce sujet-là, OK. même quand on parlait de la santé physique, effectivement. Puis tu vois, c'est peut-être quelque chose aussi que je suis pas allée nécessairement beaucoup, tu sais. Puis, tu sais, connaissant aussi, tu sais, les ITSS, tu sais, je veux dire, c'est vrai que quand même, en général, c'est même pas en général, là, c'est prouvé que les femmes, entre femmes, ils vont moins se donner d'ITSS, là, tu sais, on est beaucoup plus receveuses, mais habituellement, les hommes sont un peu plus donneurs, fait que, tu sais. Mais effectivement, tu sais, on aurait pu aller questionner là-dessus. Ça aurait pu être surprenant aussi, d'après moi, dans la gang, qui ont déjà passé un test ITSS, là, en soi, là. Mais cette question-là, on n'est pas allé tant que ça, là. En posant en général, là, au niveau de la santé physique et tout ça, puis ça apporte, c'est pas quelque chose qui est ressorti. C'est pas quelque chose qu'ils ont nommé. Non. D'accord. J'aimerais ça qu'on revienne sur, quand tu m'as parlé tantôt là, des relations non monogames. Ça ressemble à quoi pour les personnes qui seraient moins à l'aise avec ce terme-là? Oui, mais les relations non monogames consensuelles, dans le fond,
En fait, c'est quoi la monogamie, mettons? Oui, la monogamie, c'est Commence par ça. On va commencer par le début. Dans le fond, une personne avec une personne, donc un couple là, de base. Qu'est-ce qu'on se représente assez bien socialement, là, un couple de base, peu importe, là, femme, trans, homme, femme. Donc, peu importe. Donc, c'est une relation dont on va avoir seulement un partenaire. Puis, ça va être ça, l'entente et l'engagement qu'on a ensemble. Parce qu'on a regardé les relations non monogames, vu que dans le mémoire, on parle de l'engagement. Donc, c'est l'engagement qui relie beaucoup au contrat entre deux personnes. Ou, c'est quoi nos termes à nous? C'est quoi nos limites? C'est quoi qu'on se met? Puis, tout ça, au niveau de la fidélité aussi et tout ça. Puis, une relation non monogame consensuelle, donc il y a quand même le mot consensuel, parce qu'une relation non monogame pas consensuelle, ça serait de l'infidélité, là, pour la nommer autrement. Une relation non monogame consensuelle, c'est donc deux partenaires ensemble vont avoir établi des règles, pour comment nous, on veut qu'ils fonctionnent, notre intimité à nous, comment est-ce que ça nous dérange, nous, où est-ce qu'on accepte ça, nous, d'avoir des relations avec d'autres personnes, que ça soit que sexuel ou c'est aussi intime, ou dans le fond, des fois, ça peut être aussi... il y a plusieurs sortes là, de relations non monogames, des couples ouverts. On va souvent entendre, dans la représentation sociale, on va souvent entendre couples ouverts, là, ou des troupes, là, des couples à trois. Mais maintenant, il y en a beaucoup plus de types que ça. T'sais. Des fois, ça peut être deux personnes dont une, elle n'a aucun intérêt sexuellement à aller voir ailleurs, mais ça ne lui dérange pas du tout que son partenaire aille voir ailleurs. Fait que dans ce temps-là, ça a un terme aussi. Des fois, c'est deux couples ensemble, donc ils sont quatre. Fait que là, finalement, qui ont une relation ensemble. Des fois, c'est un couple de base, puis ils ont le droit d'avoir une relation extérieure d'intimité avec quelqu'un, donc un autre couple à l'extérieur. Donc, il y en a plusieurs, des représentations. On n'en parle pas beaucoup encore, mais ça va en faire partie de plus en plus. Puis pas qu'au niveau des femmes lesbiennes, on s'entend. Là, je n'associe pas les relations non monogames consensuelles à la diversité sexuelle. Il y en a beaucoup plus qu'on pense, même dans notre entourage hétérosexuel là, de ces relations-là, mais c'est souvent très tabou. Fait que c'est souvent pas dit ou dit à l'entourage plus près. Là. Fait que dans le fond, ben, quand même, nous, il y en avait 2 là, sur 10. Fait que qui avaient soit vécu un couple ouvert, soit un trouble. C'était ça, les 2 représentations qui étaient... dans lequel il avait vécu les 2 personnes. Fait que, tu sais, moi, je pense qu'il va falloir quand même un peu s'ouvrir à ça, ou bien regarder, tu sais, ça peut être quoi maintenant, tu sais, notre représentation du couple ou de la famille, tu sais, de peut-être aller voir un peu plus loin que ça, tu sais, puis... Tu sais, dans le fond, moi, je me dis tout le temps, si les 2 partenaires sont bien là-dedans, que c'est accepté, que, tu sais, il y a un contrat d'établi entre tout le monde, c'est le même contrat que la relation non monogame. Là, et l'important, c'est de respecter les limites de chaque personne, puis, tu sais, de pas dépasser ça, tu sais, puis de respecter l'autre personne là-dedans aussi, puis toutes les personnes qui en font partie. Mais, fait que moi, je pense qu'il faut quand même s'ouvrir à ça maintenant dans l'étude des relations amoureuses, puis d'aller voir plus loin, au-delà, puis d'en parler pour que les gens qui sont dans ces relations-là, bien, ils soient aussi, tu sais, qu'ils aient aussi accès à des services, puis qu'ils veulent en parler, puis qu'ils ne soient pas pris non plus avec ça, tu sais, si ça va mal dans ta relation, puis tu le sais que ça ne sera pas accepté ou mal pris par ton entourage, bien, tu sais, moi, je pense plus on en parle, plus ça va devenir quelque chose que ça va être plus simple que les gens puissent se confier là-dessus, puis, tu sais, d'aborder le sujet, puis d'explorer aussi des nouvelles représentation de configuration amoureuse. Fait que... Puis souvent, les gens vont dire « Ah, ben ça, c'est personnel, tu sais, que tu sois couple ouvert, que tu sois un trouble ou quoi que ce soit, c'est dans ta vie, dans ta chambre à coucher. » Mais au final, c'est pas ça. On parle de vraies relations entre des personnes. C'est pas que sexuel, en fait. Dans le fond, quand on dit des NMC, c'est pas que sexuel. Il peut en avoir de type que sexuel, mais il y en a aussi de type amoureux intime. Là. Fait que dans le fond, tu sais, il y a un trouble, là... Ils vivent à 3 ensemble, tous les membres sont importants, puis, tu sais, il n'y a pas que la sexualité, là, il y a les sentiments, les émotions, puis entre eux, ils vont vivre l'intimité, la passion et l'engagement. Les 3 ensemble, tu sais, ils vont avoir les concepts des relations amoureuses entre eux et elles, là, fait que, tu sais, moi, c'est ça, je pense qu'il faut un peu défaire ces préjugés-là dans ces types de relations-là, puis d'en parler, d'écouter des gens qui nous abordent ces sujets-là, puis pas non plus juste dire... Ça doit rester dans la chambre à coucher. Ou il doit être infidèle, puis finalement, mais non, moi et ma partenaire, c'est pas ça, on a une entente, puis c'est bien correct. T'sais, moi, je pense qu'il faut apprendre aussi à voir ça, s'ouvrir un peu plus aussi. Ça doit pas être évident non plus, là, que tu rencontres quelqu'un, puis que la personne a dit qu'elle est dans une autre relation, mais elle peut en avoir 2. Ça doit être aussi quelque chose à vivre différemment, là, je pense. Ouais. Je pense pas que c'est si simple. Moi, je dis, allez-y, go, là, mais c'est pas ça, je pense qu'il y a plein de concepts à défaire aussi, là. En effet.
Est-ce qu'il y avait autre chose que tu voulais aborder, que, tu sais, là, on a parlé des trucs qui t'ont surpris dans ta recherche. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu relèverais par rapport à ça? Non, en fait, c'est ça. Dans le fond, j'ai bien aimé là, étudier la diversité et tout ça, parler de la population féminine en général, les lesbiennes aussi. Je trouve vraiment des fois qu'on va laisser de côté. Peut-être que aussi on les voit moins. Ils sont moins visibles dans la sphère là, de la diversité. Souvent, ils font leur vie puis ils font leurs petites affaires. Mais fait que, tu sais, moi, ça, j'ai quand même aimé ça qu'on... Tu sais, j'aimerais ça que dans le futur, là, des recherches, il y en ait plein, en fait, là, tu sais, sur la diversité, puis qu'on s'améliore aussi, là, dans nos connaissances puis nos services, là, ça, c'est clair, là, tu sais, juste en région, il en manque, là, des services, fait que, tu sais, même au niveau de la... C'est même une chose que j'aurais dit, au niveau de la procréation assistée, là, moi, les jeunes que j'ai interrogés, là, ils savaient pas par où commencer si demain matin, ils voudraient avoir un enfant, là. Tu sais, c'est pas tant... Autant pour les couples hétéros que c'est pas tant dit combien ça va te coûter, ça va être quoi ton processus, ça peut prendre combien de temps et tout ça. Tu sais, je trouve que ça, on n'en parle pas assez non plus. Ça reste tabou, la grossesse chez les femmes, le fait de ne pas pouvoir avoir un enfant ou de ne pas le faire quand on veut, là. Ça aussi, il faudrait en parler un peu plus puis avoir des dépliants qui existent sur comment ça fonctionne, tu sais, qu'est-ce qui peut être plus facile, accessible. Aussi être plus ouvert sur ces techniques-là. Tu sais, dans le fond, moi, j'en connais des gens qui ont passé par Internet pour avoir des donneurs, puis c'est bien correct. C'est dans le fond d'essayer de voir un peu comment on peut s'ouvrir un peu plus à ça. Parce que moi, les jeunes femmes, là, il y en avait une qui avait un enfant. C'était la seule. Puis, tu sais, celle qui voulait entreprendre des démarches, ils ne savaient pas vraiment par où commencer. Là, tu sais. OK. Fait que ça aussi, je pense qu'il faut, tu sais, peut-être ouvrir un peu plus. Là. Bien, je te remercie beaucoup, Lucie, pour ta présence puis le partage là, des connaissances que tu as acquises avec cette recherche. Ça m'a fait plaisir. Ce balado est produit en collaboration avec la Télédio du Lac.